Ragadirogan satatanushaktam Sheshakaya prasrutanashisham Autsukya moharatidan jaghana Yopurva vidya yanamo sutasme. Bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo pour un projet qui a vu le jour ces derniers mois, qui a été mis en œuvre par une de mes élèves, Ingrid Charroux, qui étudie dans le cadre d'Ayurveda Data, un mentorat que j'ai initié au début de l'année 2022. Vidéo donc pour vous présenter un calendrier, ou plutôt un carnet d'observation, puisque c'est un outil qui se veut pratique et qui va, je l'espère, vous aider à vous observer au quotidien. Ce projet s'inscrit dans la lignée du Ladavidya, une parampara, c'est-à-dire une lignée de tradition qui vient du sud de l'Inde, actuellement au Kerala, mais qui, à l'époque, prenait une grande partie de l'Inde, il y a de ça quelques siècles, et qui regroupe des praticiens, praticiens en Ayurveda, d'obédience tantrique, qui ont pour particularité de parcourir l'Inde en tant que thérapeutes, en tant que guérisseurs, nomades, et qui viennent aider les nécessiteux à travers tout le pays. J'ai eu la chance d'avoir été initié à cette tradition, il y a de ça un petit peu plus de 10 ans maintenant, et lors de mon initiation, j'ai pu observer certaines choses. Dans cette tradition, on étudie l'art du Nadi Vigyan, donc la connaissance en fait de la pulsation, euh, en essayant de maîtriser l'outil du pouls et de la prise de pouls en Ayurveda. Et lors de ce voyage, de cet apprentissage, hein, qui est toujours en process, on va dire, on ne termine jamais vraiment en fait d'en apprendre sur le pouls, il m'est aperçu très clairement qu'il y avait un lien entre ma respiration, la respiration, et ce que je pouvais percevoir dans le NAD, c'est-à-dire dans la vibration des différents canaux lorsque je prenais le pouls des personnes. Et donc j'en ai fait part à mon maître, donc Sri Tankapan Vediyar, mais surtout son fils, Sri Shivananda Vediyar, qui ont tous les deux m'ont initié à cette voie du Lada Vidya. Et lors d'une visite à Jamnagar, un endroit où j'ai étudié alors en Inde l'Ayurveda pour mon BAMS, mon maître, quand je lui ai posé cette question, a souri et il m'a dit oui, bien sûr qu'il y a un lien entre la pulsation et le NAD, et on appelle ça le Saratantra, qui fait partie d'un yoga, donc un yoga que j'ai exploré avec lui à l'époque, qu'on appelle le Vasi Yoga. Vasi Yoga est un yoga assez particulier euh, qui se pratique dans des réseaux assez, comment dire, assez discrets, on va dire, et qui vise à pratiquer un yoga basé sur le souffle, la respiration, et surtout l'écoute des souffles aussi dans le monde, dans la nature, notamment dans la forme des plantes, etc. Et du coup, euh, sans m'en dire bien plus, mon maître m'a encouragé à explorer en fait cette science de la respiration. Aujourd'hui, à mon tour enseignant, mentor dans un mentorat que j'ai créé en 2022 qui s'appelle Ayurveda Data, certains de mes étudiants, et notamment donc Ingrid Charroux, qui est une de mes étudiantes dans la deuxième promotion d'Ayurveda Data,
s'est intéressé suite à leur, comment dire, à leur session d'introspection en montagne, s'est intéressé à ce rapport du souffle avec le calendrier. Donc, ce que je vous présente, c'est le fruit de son travail, avec bien sûr ma guidance, mais c'est surtout son travail où elle a voulu créer ce carnet pratique, introspectif, permettant en fait tout à chacun de se resituer dans une notion d'espace-temps euh, à partir du souffle. Donc ce travail s'appelle Kala Vidya, donc Kala veut dire temps, Vidya veut dire connaissance, c'est-à-dire que cet outil va vous aider à prendre connaissance du temps et de la manière dont il rythme votre dialogue avec l'univers. C'est donc le calendrier 2024 qui est présenté et je vais tout de suite donc partager mon écran. J'ai créé quelques diapositives pour essayer de vous éclaircir un petit peu quels sont les buts et quelle est la portée, on va dire, scientifique et pratique de ce calendrier. Voilà, donc j'espère que vous avez ce que je vois sur mon écran, sur le vôtre. Euh, et donc je vais présenter déjà le sujet de cette exploration. Parce qu'à travers le temps, qu'est-ce qu'on explore après tout? En Ayurveda, on décrit l'individu comme une substance. C'est-à-dire que ce monde phénoménal est fait de substances. Il y a des téléphones, des livres, des chaises en bois, des voitures, des routes, un arbre, un champ, un pré, un oiseau, un chat. Tout, tout ça sont énumérés sous l'égide d'un mot qu'on appelle dravya. Dravya veut dire substance et on considère, en tout cas dans la philosophie de l'Ayurveda, qu'il y a 9 substances racines, ce qu'on appelle Mula Dravya. Ces Mula Dravya sont aussi ce qu'on appelle des Karana Dravya. Karana veut dire cause, c'est-à-dire que ces 9 substances racines sont à la cause de toute substance dans l'univers. Et quelles sont ces 9 substances racines, ces 9 substances causales? Eh bien, ce sont les 5 éléments, d'accord? Quand on parle de 5 éléments, on parle d'Akash, donc l'éther, Vayu, l'air, Tejas, le feu, Jala, l'eau, et Prithvi, la terre. Donc ces éléments ne sont pas à voir comme on pourrait dire je touche la terre de mon jardin pour l'élément terre, je fais un feu dans mon cheminée pour l'élément feu et je bois de l'eau à mon robinet pour l'élément eau. C'est un tout petit peu plus complexe que ça. Quand on considère les éléments, on les considère au niveau moléculaire, au niveau atomique. C'est-à-dire, par exemple, que l'eau de mon robinet n'est pas considérée comme l'élément eau, mais comme une substance dans laquelle l'élément eau prédomine. C'est-à-dire que dans cette eau du robinet, je retrouve mes 5 éléments, mais l'élément eau est prédominant. Alors, si cette eau, par exemple, a un pH acide ou un pH alcalin, si cette eau est minéralisée ou si cette eau est javélisée, automatiquement, ce n'est pas la même eau, puisque, outre cet élément eau à un niveau atomique prédominant, les 4 autres éléments vont prendre différentes proportionnalités et ils vont donc définir l'eau que j'ai à mon robinet. Donc ces 5 substances au niveau moléculaire vont définir toutes les choses animées et non animées euh, dans l'univers. Pour déterminer une substance composée de 5 éléments, nous avons aussi 4 autres critères. 2 critères, tout d'abord, c'est la notion de mental et la notion de conscience.
C'est-à-dire que toute substance a un mental et une conscience. Bien sûr, ce mental et cette conscience ne s'expriment pas toujours de la même manière selon la substance qu'on considère. Par exemple, si nous prenons une tomate, cette tomate est faite de 5 éléments qui, en fonction de leur proportionnalité, définissent la tomate, mais la tomate contient aussi un mental et une conscience. Alors, dans la tomate, par exemple, elle est en dormance, puisque la tomate n'a pas d'organe d'essence. Bien qu'elle soit façonnée par son environnement, elle n'a pas de faculté active au niveau sensoriel qui lui permet d'exprimer son mental, d'accord, qui fait conduction entre son environnement et ce qu'elle est, et sa conscience, qu'on appelle Atman. Donc elles sont là, mais elles sont en dormance. Par contre, nous avons deux autres facteurs qui vont jouer pour la tomate, qui sont extrêmement importants, sont les facteurs d'espace et de temps. C'est-à-dire que quand vous prenez cette tomate faite de 5 éléments, avec cet esprit en latence, elle se définit dans un espace-temps donné. Par exemple, si cette tomate pousse dans le sud de la France et qu'elle est récoltée par exemple fin juillet, début août, elle est en pleine phase de sa maturité. Elle est donc, et elle retranscrit toutes les qualités qui la caractérisent et elle va avoir un effet particulier pour celui ou celle qui la consomme. Par contre, cette même tomate, dans un autre cadre espace-temps, par exemple en Norvège au mois de décembre, va avoir une toute autre définition. Bien sûr, on l'appelle tomate, mais la grande différence, c'est que la concordance d'espace-temps et les qualités qui caractérisent cet espace-temps et qui jouent sur la tomate sont différentes. Et là, ma tomate va certainement exprimer différentes qualités de ma tomate qui pousse dans le sud de la France dans son époque de récolte. Donc, ces cinq éléments, plus le mental et la conscience et l'espace-temps, définissent chaque substance dans cette réalité terrestre. D'accord? C'est ce qu'on appelle les mula dravya, c'est-à-dire quand on veut définir une substance, on va toujours regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de ces 9 substances sources, donc ces 9 substances causales. Et toutes les autres substances, ce sont des transformations de ces 9 éléments qu'on appelle les effets, ce qu'on appelle les karya dravya. Donc, quand on va essayer justement de se retrouver dans un espace-temps donné, on va essayer de définir comment notre substance, c'est-à-dire vous, moi, les personnes qui vont pratiquer à l'aide de ce calendrier, comment elles vont pouvoir se définir dans cet espace-temps. Et là, bien sûr, on va, comment dire, prendre en compte dans cette mesure d'espace-temps 3 éléments extrêmement importants. Déjà, l'endroit où je suis sur Terre. Je peux être près de l'équateur, je peux être près des pôles, je peux être aux alentours des tropiques, et là c'est notre cas, et je vais me placer ici en France, dans les Alpes, à côté de Grenoble. Et puis, je vais avoir la position de 2 choses, le Soleil et la Lune. Dans la tradition du Lada Lydia, dans cette tradition tantrique, on dit il y a 3 vérités qui se lèvent chaque jour. Toi, la Lune et le Soleil. Tout ça pour vous montrer à quel point l'enseignement que peut nous porter en fait cette notion d'espace-temps est importante dans cette tradition. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire que peu importe où je me trouve sur la planète, je le suis toujours et j'ai toujours une position dans un espace-temps particulier où le Soleil et la Lune aussi sont placés d'une manière très particulière. Alors, avant d'aller en détail dans les influences en fait de ces deux astres que sont la Lune et le Soleil et leur impact sur le souffle, le corps subtil et notre corps physique,
on va devoir déjà définir la notion de posture. Puisque, comme vous le connaissez bien, surtout si vous pratiquez le yoga, ou peut-être pas d'ailleurs, la notion d'asana est une notion qui est largement élaborée dans nos temps modernes. Cette notion d'asana, avant de parler de posture, d'étirement, de guerrier et autres bouches de vache ou de position du cadavre, nous parle simplement de la posture. Notre posture, nous, moi, vous, vis-à-vis du soleil et de la lune. Et pour ça, pour illustrer mes propos, je vais reprendre les versets des Patanjali Yoga Sutra que certains d'entre vous certainement connaissent. Donc dans le deuxième pada des Patanjali Yoga Sutra, je crois le verset 46, on a cette fameuse définition qui nous dit Sthira Sukham Asanam, qui veut dire une posture. Qu'est-ce que c'est qu'un asana? C'est une posture qui est stable et confortable. Et vous me direz, quel est l'intérêt en fait d'avoir une posture stable et confortable? Eh bien, tout simplement pour avoir et se permettre surtout de créer un espace de continuité dans la pratique, puisque si je suis pas confortable et si je n'ai aucune stabilité, il est très difficile en fait, si vous voulez, de continuer dans une attention qui est la source de toute pratique et qui permet d'acquérir les fruits en fait de toute pratique. Donc le fait qu'elle soit confortable et stable est extrêmement importante. Or aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, il est très difficile en fait de se relationner à l'espace-temps puisque on cherche constamment à essayer d'accélérer quelque chose qu'on ne peut pas accélérer. On essaye de posséder quelque chose qu'on ne peut pas posséder, c'est-à-dire le temps. Donc on court à droite, à gauche, on se met de la pression ici, là, on veut étudier ici, on veut étudier là, on veut pratiquer comme ci, on veut pratiquer comme ça. Et tout ça nous met énormément de pression et nous avons du mal à garder notre posture. Et l'idée de ce calendrier, de ce qu'a mis en place Ingrid, c'est justement de pouvoir se remettre dans l'asana, de se remettre dans un asana au quotidien. Et l'asana et tous les autres asanas que vous allez faire derrière vont vont partir de cet asana que vous allez établir chaque matin dans une heure et un endroit très précis. Venons-en maintenant au verset suivant, le verset 47, qui dit Prayatna Shetyananta Samapatibhyam, qui veut dire pour cela. Donc, dans cette attitude de confort, de stabilité, durabilité, de continuité dans la pratique, l'attitude, c'est de pouvoir se relâcher, Shetya, pour pouvoir s'absorber dans l'infini. Et pourquoi s'absorber dans l'infini? Qu'est-ce qui nous retient de nous absorber dans l'infini? Bien sûr, l'idée de posture, mais surtout, et c'est ce que le troisième verset souligne, celui qui s'établit ainsi dans l'asana, tattodvandvana bigataha, n'est alors plus dérangé par les paires d'opposés. Et quels sont ces paires d'opposés? Le chaud, le froid, l'humide, le sec, le léger, le lourd, le mobile, l'immobile, etc., etc. Ce qu'on appelle en Ayurveda les Gurvadi Guna. Donc il y a 10 couples, donc de 20 qualités, qui plongent l'individu dans une dualité qui constamment, du coup, doit se rétablir dans son asana, se rétablir dans sa posture. Vous voyez l'intérêt de savoir garder une posture, de savoir s'y relâcher, c'est un moment de pouvoir s'absoudre de cette dualité qui, de toute manière, est spontanée dans cet univers. Pourquoi?
Parce que nous sommes constamment en dialogue de substance à substance, donc vous, votre environnement, les gens que vous rencontrez dans votre journée, ce que vous mangez, votre âge, ce que vous avez vu à la télé, ce que vous avez ressenti au lever le matin, tout ça va conditionner votre être puisque il va sentir des sensations sur le corps qu'il va définir comme chaud, froid, humide, sec, et qu'il va aimer, ne pas aimer, trouver ça bien, trouver pas ça bien. Et dans ce monde en perpétuel changement, euh, la difficulté, c'est de savoir donc tenir une posture dans une continuité et s'y relâcher. Donc l'invitation ici, c'est de retrouver un asana entre terre, lune et soleil, puisque le soleil et la lune sont les deux astres qui sont les plus en influence en fait sur nos structures. Bien sûr, il y a les autres planètes, les étoiles, mais on va se concentrer particulièrement sur ces deux entités. Alors, peut-être que vous le savez déjà, mais ces deux entités ont, du fait de leur relation, euh, un impact sur notre corps, puisque eux aussi projettent leur qualité de froid, humidité, de stabilité et de mouvement pour la Lune, et puis pour le Soleil, donc lié à l'élément eau et à l'élément terre, qui va convier au corps, au souffle et à notre corps énergétique, et le Soleil va communiquer par l'élément air et l'élément feu, du sec, du chaud, du léger, du subtil, du pénétrant, etc., qui vont aussi influencer notre structure, notre globalité, corps, souffle, esprit. Et du coup, nous sommes constamment en train de trouver notre asana entre ces deux entités qui vont conditionner la plupart des qualités sur notre planète. Alors, avant d'aller un petit peu plus en détail sur ce corps énergétique, il faut se remettre dans un contexte, on va dire, astronomique, scientifique, pour comprendre la relation entre la Terre, le Soleil et la Lune. Il faut savoir que la Terre, et selon certaines hypothèses scientifiques actuelles, à la base avait été sur un axe à pratiquement 0 degré. C'est-à-dire que la Terre tournait sur elle-même d'une manière, je crois, euh, assez rapide, et il n'y avait aucune inclinaison. Donc les rayons du Soleil arrivaient constamment et d'une manière uniforme, on va dire, sur toute la surface de la planète. Il n'y avait aucune modification en fait de la lumière à part dans cette relation jour-nuit. Puis, il y a quelques milliards d'années, une masse planétaire est venue qui a débouché du fin fond de l'espace, on ne sait trop d'où, a percuté la Terre. En tout cas, c'est une des hypothèses en cours actuellement. Et cette entité astrale a percuté la Terre et s'est mis en mouvement et en orbite autour de notre planète. Donc, ce qui a donné la Lune. On pense que la Lune est un agrégat de choses qui ont été arrachées à la planète Terre et puis d'agrégats qui appartenaient déjà à cette entité percutante sur notre planète. Et un jeu de gravité, de force gravitationnelle réciproque entre la Terre et la Lune, mais aussi une influence de la Lune sur les mouvements de convection de notre noyau, a commencé à générer donc déjà une inclinaison sur notre planète, hein, donc elle a une inclinaison de 23,4 degrés, ce qui lui a permis d'avoir une position où les rayons du Soleil n'avaient pas les mêmes amplitudes et n'avaient pas les mêmes impacts en fait sur la surface et à différents endroits en fait de la planète.
À partir de ce moment-là, les différences de chaleur et justement toutes ces qualités dont on parlait tout à l'heure s'est opéré d'une manière beaucoup plus précise et a donné certainement la chose la plus importante pour l'avènement de la vie, hein, puisque souvent quand on est à l'école, on nous parle de cellules, donc des prokaryotes, eucaryotes, les développements dans une espèce de mélasse d'eau et d'anions et de cations avec des éclairs, et puis la vie naît de cette alchimie. Avant tout ça, il y a surtout des conditions d'espace-temps qui sont favorables à ce que tous ces processus puissent s'effectuer. Et ça, c'est vraiment lié à cette notion d'espace-temps. Et ce n'est que lorsque la Lune s'est mise en orbite autour de la Terre, que la Terre s'est inclinée sur son axe, que les mouvements dans la gravité de la Lune et la réciprocité avec le noyau terrestre a créé, en tout cas c'est une autre hypothèse scientifique aujourd'hui, a influencé les mouvements entre les différentes couches liquides, semi-liquides et solides de la planète, et qu'un champ magnétique s'est développé et a commencé à protéger la planète Terre des rayons gamma et des rayons X en fait du Soleil qui n'auraient pas permis la vie en fait de se développer comme elle a pu se développer aujourd'hui. Et heureusement pour nous aujourd'hui, ces différences de température, etc., cette inclinaison fait que, et le développement de la vie a créé une atmosphère qui a rendu en fait les choses possibles jusqu'à notre jour pour que cette vie puisse s'entretenir en fait d'elle-même dans des écosystèmes bien fragiles d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la taille de la Lune, sa distance avec la Terre, la taille de la Terre, sa distance avec la Lune, mais aussi sa distance avec le Soleil et la taille du Soleil qui créent les conditions nécessaires à la vie. Et il y a un chiffre sacré en Inde que vous connaissez tous, qui est ce chiffre 108. Et ce qui est intéressant, et de ce que j'ai pu apprendre en fait auprès de mes maîtres en Inde, c'est que ce chiffre 108, ce n'est pas un hasard. Et pour comment dire, pour vous illustrer en fait ce chiffre, à l'écran, vous voyez en fait une phase d'éclipse où la Lune rentre pratiquement exactement en fait dans la dimension du Soleil. Et nous, en étant sur Terre, on assiste à quelque chose d'assez incroyable pour des entités qui ont différentes, comment dire, diamètres et qui sont à différents rapports kilométriques avec la Terre. C'est comme si, par un hasard assez extraordinaire, les choses se mettaient et s'alignaient d'une manière pratiquement parfaite. Et ce rapport de proportionnalité est important dans ce critère d'espace-temps. C'est d'une certaine manière ce qui conditionne notre asana sur cette planète, c'est ce chiffre 108, qui se retrouve dans le rapport distance Terre-Soleil par rapport au diamètre du Soleil, le diamètre du Soleil par rapport au diamètre de la Terre et la distance Terre-Lune par rapport au diamètre de la Lune, qui oscille, puisque tout ça, bien sûr, n'est pas fixe dans le temps, hein. La Lune a une orbite elliptique autour de la Terre, et puis on se rapproche plus ou moins du Soleil à certains moments de l'année. Donc, ce rapport change et évolue entre, on va dire, 107 et 109, mais on lui donne une moyenne de 108. C'est le rapport sacré, la proportion sacrée qui nous permet, nous, de nous mettre dans un asana, dans une posture très particulière sur cette planète, qui est nécessaire aux conditions de la vie et qui vient justement réguler tous les principes à un niveau biologique, physiologique et énergétique. Donc au niveau du macrocosme, cet agencement Terre, Lune, Soleil, ces différences de guna, chaud, froid, sec, humide, va créer des mouvements. Et ces mouvements, en retour, vont animer en fait cette question de chaleur, de froid, d'humidité et de sécheresse.
Donc ça crée des mouvements de convection sur la planète, hein, que donc vous voyez sur cette diapositive, qui va permettre de lisser ces qualités, donc toutes ces qualités, pour faire cette chose extraordinaire, c'est-à-dire agencer les différents climats sur notre planète, qui échangent entre eux en fonction de leur localité et qui permettent d'entretenir un équilibre sur notre planète. Chez nous, on retrouve l'influence du chaud, du froid, de l'humide, du sec dans notre échange et notre dialogue avec l'univers, qui vont nous influencer dans notre biologie et notre physiologie, et qui vont mettre en mouvement ce qu'on appelle les values. Donc les values sont des mouvements euh, 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 physiologico-énergétiques, on va dire, qui nous permettent d'orchestrer, de rythmer la biologie et notre être à différents niveaux. Donc, on a, par exemple, un premier mouvement qu'on appelle Pranavayu qui va nous équilibrer avec notre environnement en, comment dire, nous permettant de nous mettre en mouvement et en corrélation avec tout ce que notre corps peut absorber. La nourriture, les boissons, les impressions physiques, les impressions sensorielles, les impressions émotionnelles, etc. Tout ce que le corps reçoit va être coordonné par cette division de vayu qu'on appelle prana. Puis, une fois dans le corps, une autre division des vayu va prendre le relais, va essayer de métaboliser ces impressions. C'est une force qui est centripète, centrifuge, mais surtout centripète, qu'on appelle samana. Samana va permettre justement de contenir ces informations dans le corps, puisque encore une fois, dans son asana et dans son espace-temps, le corps a besoin à un moment de contenir ce prana et toutes ces informations pour qu'il soit métabolisé, transformé et répartir dans l'ensemble de notre structure, et du coup faire appel à une autre division de vayu qu'on appelle Vyana, qui va porter dans un mouvement centrifuge, centripète, comme une respiration avec samana, toutes ces informations et nourrir toutes les dimensions de notre être. Bien sûr, pour pouvoir équilibrer tout ça, et pour rester en rapport dynamique dans un environnement en constant changement, avec un corps en constant changement, avec une énergie qu'on appelle apana, qui va rétribuer certaines forces de l'intérieur de notre structure vers l'extérieur, et de pouvoir du coup rester en harmonie avec l'extérieur. Et puis, la dernière de ces forces, c'est Udana. C'est une force qui a un mouvement ascendant, qui va avoir une certaine fonction physiologique dans notre corps, mais surtout qui va nous permettre de transformer ce prana, de le transcender et de le porter à la conscience. On part du principe, en tout cas dans les arts ou dans la connaissance de la vie qu'est l'Ayurveda, que nous sommes dans un processus de reconnaissance de soi avec un petit S et aussi un grand S. Donc c'est un processus de reconnaissance par le soi avec un petit S, du grand soi avec un grand S. Et dans ce travail de reconnaissance, cette pompe des éléments par rapport à un espace donné, à un endroit donné, active ces forces en mouvement, aussi bien autour de la planète, aussi bien dans notre propre corps. Et nous échangeons constamment avec notre environnement. Revenons à notre diapositive. On dit dans les traditions, et pour ceux qui connaissent un peu le yoga et les tantras, euh, euh, cela va vous parler, que il y a un système énergétique qui vise à nous coordonner justement avec cette dimension. Et on parle donc de nadis, c'est-à-dire de canaux qui vont recevoir des informations, les traiter et les transformer. Et en fonction de la nature de ce qui est transformé dans ces nadis, on va appeler ces nadis soit des siras ou des dhamani, ou des nadis, ou des shrotas, des snayus, des lasikas. Donc chacun de ces canaux vont se saisir de toutes ces qualités et de ce rapport
Soleil-Lune dans une notion d'espace-temps pour justement pouvoir garder l'équilibre de l'asana. D'accord? Et ne pas nous contraindre trop dans le temps et que ces values, du coup, restent dans une dynamique autorégulée, autorégulante pour maintenir notre structure en cohésion avec l'univers. Donc ce système, c'est ce système des values, hein, qui donc dans son canal de droite, va chercher à capter, à digérer, à transformer et à nous mettre en rapport avec les forces solaires et les qualités du sec, du chaud, du léger, du subtil, etc. Et le canal qui utilise la narine gauche et le souffle passant sur cette narine pour nous mettre en rapport avec les qualités froides, humides, nourrissantes en fait de la réalité terrestre en rapport avec la Lune. Donc, nous sommes constamment dans un processus de transformation dans un monde en perpétuel changement qui demande notre attention et pour laquelle, la plupart du temps, nous n'avons aucune idée de ce qui se passe. Et l'outil de ce calendrier, c'est de savoir quand est-ce que cette narine droite ou cette narine gauche est censée s'activer à un moment bien précis de la journée, et si ce n'est pas la bonne narine activée, comment y remédier pour pouvoir rétablir une conscience, rétablir l'asana et notre relation à l'univers. Donc pour ça, les encouragements de ce calendrier, c'est à pratiquer dans un temps bien particulier qu'on appelle Brahma Muhurta. En Inde, en Inde, dans ces époques, contrairement à aujourd'hui, on divisait le temps dans ce qu'on appelait, une unité qu'on appelait un Muhurta, qui fait aujourd'hui à peu près 48 minutes. Donc la journée était divisée de 30 muhurta, donc de 30 fois 48 minutes pour faire une journée de 24, une journée, une nuit de 24 heures. Et le muhurta qui nous intéresse particulièrement est celui justement qui, lors d'une journée, va faire que le soleil est placé d'une manière très particulière, donc c'est avant qu'il apparaît au niveau de l'horizon. Il va se mettre en relation avec le champ magnétique terrestre comme toujours, mais là d'une manière très particulière, et va se mettre en résonance avec la Lune dans ce moment particulier qui se trouve dans un espace de 48 minutes, donc dans un espace de 48 minutes situé 48 minutes avant le lever du Soleil et 1h36 avant le lever du Soleil. Donc, entre 1h36 et 48 minutes avant le lever du soleil, il y a cette période de 48 minutes qu'on appelle Brahma Muhurta, qui veut dire clairement que c'est une... Brahma veut dire qui est proche, qui nous rapproche, qui nous... Justement, comme disaient les Patanjali Yoga Sutras au niveau de ces versets sur l'asana, qui nous fait rendre plus aptes à nous relâcher dans l'infini et nous rapprocher de ce qu'on appelle Brahma, c'est-à-dire le grand soi avec un S majuscule. Donc dans cette période très précise, il est intéressant de surveiller ces narines, puisque à chaque jour qui passe, une narine va être sur une certaine période plus active que l'autre. D'accord? euh, C'est-à-dire que vous allez avoir dans certains de ces espaces, donc de Brahma Muhurta le matin, la narine droite des fois qui est activée, ou des fois la narine gauche. Et grâce à ce calendrier, vous allez voir que il y a des choses très précises qui sont établies et qui établissent justement les narines qui devraient être actives ou pas pour pouvoir vraiment nous mettre en synchronicité et en harmonie avec la nature. Donc dans cette heure-là, on vous invite à pratiquer, à surveiller vos narines et de voir sur le calendrier justement si c'est la narine qui est bien active. euh, euh,
et qui va vous remettre en fait dans votre asana. Donc vous trouverez tous ces détails sur le calendrier. Donc c'est un calendrier qui se veut pratique et vous comprendrez de mieux en mieux comment vous positionner par rapport à la Lune et par rapport au Soleil et dans cette relation d'espace-temps. Alors bien sûr, il faut que je vous parle de la différence entre un jour solaire et un jour lunaire, puisque le calendrier que vous allez commander est un calendrier qu'on appelle lunisolaire, qui reprend justement le rapport entre la Lune et le Soleil et leur impact en fait sur une journée. Nous avons actuellement, nous, dans nos sociétés occidentales surtout, un calendrier solaire, basé plus ou moins sur les solstices et les équinoxes, donc ce qui est marqué aussi dans le calendrier que vous allez commander, peut-être. Mais là, on est face à un calendrier lunisolaire qui nous permet justement d'être plus en phase avec la réalité des influences biologiques, en fait, des changements de qualité au fur et à mesure de l'année. C'est-à-dire qu'on regarde les saisons en Ayurveda, pas nécessairement aux mêmes dates que celles qui sont attribuées, par exemple, comme le 21 mars à l'équinoxe du printemps, le printemps commence, au solstice d'été, l'été commence. En fait, dans un calendrier lunisolaire, solaire, c'est pas exactement comme ça qu'on décide des saisons. On va plutôt prendre l'équinoxe de printemps comme un pic dans la saison et pas nécessairement comme le début de quelque chose. De la même manière, solstice d'été, nous sommes déjà dans un climax, un pic où on s'approche d'un pic dans une saison mais ce n'est surtout pas le début en fait de la saison. L'été a commencé bien avant. D'accord? Donc, vous aurez tous ces détails avec un jeu de couleurs dans ce calendrier qui vous permettra du coup d'associer ce calendrier à des ressentis de la saison plutôt que simplement quelque chose de théorique posé sur un calendrier qui nous dit qu'aux équinoxes et aux solstices commence la dite saison. D'accord? Donc ça va faire appel à votre intuition, appel à vos ressentis, et justement, pour ceux qui pratiquent l'Ayurveda, le yoga ou d'autres types de soins, ou qui sont simplement curieux, de permettre justement d'avoir un support pour cette curiosité, pour vos explorations, et pour pouvoir rapporter ces observations au fur et à mesure du temps. Donc, hein, il y a des espaces sur le calendrier pour que vous preniez des notes. Et là, donc cette diapositive nous montre quelle est la différence entre un jour solaire, hein, qui est un jour de 24 heures et qui est fixe. On a toujours des journées de 24 heures, d'accord? D'un jour lunaire qui, lui, évolue entre 19 et 26 heures. Donc en sanskrit, on appelle cette journée-là un tithi, T-I-T-H-I, qui est en fait un rapport de la Lune entre la Terre et le Soleil, qui, à chaque fois qu'elle parcourt 12 degrés d'angle par rapport au Soleil, d'accord, donc hein, on a du coup 360 degrés, et on a 15 titis de la Lune noire à la lune pleine et qu'institue de la lune pleine à la lune noire, donc dans différentes phases, hein, tout ça est bien expliqué sur le calendrier, qui vont définir notre rapport à l'énergie de la lune, premièrement, hein, avec ses phases de croissance et de décroissance, mais qui va nous donner aussi l'incidence par rapport à la position de la lune sur certaines parties de notre corps énergétique. Donc tous les 12 degrés, dans des journées qui varient entre 19 et 26 heures, la Lune bouge. D'accord? Et tous les 3 titis, donc tous les 36 degrés, la Lune, en fait, change pratiquement totalement dans sa dynamique vis-à-vis, en fait, de notre rapport à notre énergie. Donc, tous les 12 degrés, elle vient allumer. Donc, rappelez-vous, hein, dans le yoga et les tantras, souvent on vous dit il y a 72 000 nadis. Et on peut se poser la question, bah, pourquoi 72 000, pourquoi pas 150 000, etc. D'ailleurs, il y a différentes visions hein, sur le nombre de nadis.
Mais là, ce qui nous intéresse avec ces 72 000 nadis, c'est qu'on retrouve ce chiffre de 72 divisé par 2 égale 36, donc 36 000 nadis, 36 degrés, donc chaque 3 jours lunaires, chaque 3 titis, donc 36 degrés. Donc, nous avons une partie de notre énergie de gauche, donc qui va être sollicitée dans l'énergie par rapport aux positions de la Lune et du Soleil, qui va concentrer notre esprit, qu'on y soit vigilant ou pas, la conscience va être activée plutôt dans les qualités en fait de ces canaux. La Lune va nourrir ces canaux, et puis dans les 3 titis qui suivent, hop, la dynamique en fait se change et vient se trouver sur l'autre narine. Et c'est ça qu'on va vous inviter à explorer dans ce calendrier, c'est de pouvoir observer ces changements. Et si ces changements ne se font pas tels qu'ils sont décrits sur ce calendrier, de vous inviter à certaines pratiques pour pouvoir vous rétablir dans ces influences cosmologiques et les influences sur votre corps énergétique. D'accord? Donc, tous les 3 titis, tous les 36 degrés, il y a 36 000 nadis, donc une partie de notre polarité, notre réalité qui est alimentée, et puis qui bascule sur l'autre à un autre moment. C'est pour ça que, en plus des jours solaires sur le calendrier, vous avez aussi les jours lunaires, et vous verrez que ce n'est pas tous les 3 jours exactement que la polarité du souffle change, mais des fois tous les 2 jours solaires ou tous les 3 ou voire des fois 4 jours solaires que ça peut changer. Donc pour ça, vous avez besoin d'un outil sur laquelle, donc là une grille en l'occurrence, à travailler pour pouvoir justement calculer quand est-ce que ces influences et la nature de ces influences, quand est-ce qu'elles tombent en fait sur le calendrier pour pouvoir ajuster nos pratiques. Donc, voilà un exemple du calendrier. Donc, vous verrez que sur la colonne de gauche, vous avez les heures de Brahma Muhurta qui évoluent avec les saisons, qui va vous permettre du coup de savoir dans quel temps pratiquer et vous rééquilibrer par rapport à cette triptyque souffle, enfin corps, esprit, souffle et lune, terre, soleil. Et du coup, vous allez chaque jour avoir soit en logo une petite lune, un croissant de lune ou un soleil. Quand ce croissant de lune, par exemple sur le jeudi 1er février, donc entre 6h45 et 7h33, la narine gauche est censée être active. Si elle est censée être active, vous êtes là, tranquillement, vous observez votre souffle et vous portez votre attention, vous portez votre conscience sur cette narine gauche, sur ce souffle qui pénètre tout votre système, jusqu'à justement développer une conscience dans la sensation du souffle à l'inspire et de l'expire dans la totalité de votre être. Hein, c'est un de ces grands versets du yoga que vous connaissez certainement. Là où va la conscience, va l'esprit. Là où va l'esprit, va... Enfin, pardon, là où va la conscience, va le prana. Là où va le prana, va la conscience. C'est-à-dire que là où va le souffle, va l'esprit. Là où va l'esprit, va le souffle. Donc, si ce souffle qui se coordonne à cet espace extérieur vous coordonne à l'intérieur et que vous y portez une intention, de la conscience, vous allez activer, bonifier et nettoyer en fait le système des nadis qui est en visite par les énergies de la Lune dans ce jour, et vous réaccordez dans vos vailloux, donc dans cette dynamique des vailloux, de la recoordonner dans un espace-temps, quelque chose qui nous manque cruellement aujourd'hui. D'accord? Et donc, vous voyez très bien que, par exemple, vous avez le 5, 6, 7 février, ben, vous êtes en jour où la narine gauche est active. Et puis, le jeudi, vendredi 8, 9 février, c'est la narine droite. Donc là, ça ne dure pas 3 jours, mais sur 2 jours. Et que, du coup, ce calendrier vous aide vraiment à vous repérer et à pratiquer convenablement. Donc vous avez aussi les dates des saisons, comme on le perçoit en Ayurveda, mais aussi des basculements entre saisons, hein, ce qu'on appelle des Sandhi-Ritu. Et on va vous inviter justement à voir aussi quelques pratiques qui sont euh, euh, euh,
élaboré brièvement dans ce calendrier pour pouvoir vous aider à passer d'une saison à une autre. Vous retrouvez aussi dans ce calendrier les fêtes, les festivals du calendrier hindou. Donc les hindous, bien sûr, ont repris des phénomènes astronomiques comme les pleines lunes les plus proches de la Terre, qu'on appelle Guru Purnima, ou la lune noire la plus proche de la Terre, qu'on appelle Shivaratri, dans des festivals religieux, mais qui ont des connotations extrêmement importantes, en fait, sur des moments, des espaces-temps justement bien particuliers, où toute pratique de méditation, de yoga et de conscience vont prendre littéralement une autre dimension. Donc les festivals et leur explication brève sont expliqués aussi dans ce calendrier pour vous aider dans votre pratique et pour faire que ces jours qui sont particuliers, eh ben, le soient en conscience. Donc, le but de ce travail, c'est ben, de vous inviter aussi à nous faire vos retours d'observation, de pratique, puisque c'est un travail en cours qui va s'étoffer d'année en année, un petit peu comme le calendrier lunaire, comme les jardiniers ont leur calendrier lunaire pour savoir quoi planter, etc. Je ne sais pas si vous le connaissez. Bah, peut-être d'avoir un calendrier pratique qui nous ramène à quelque chose de très très simple. Se recoordonner dans un espace-temps particulier, de re-rythmer son souffle sur une notion astronomique particulière et de nous remettre dans l'exploration et la connaissance de cette dualité pour revenir à une unité. D'accord? Et c'est là où toutes les traditions duelles ne sont pas du tout à opposer avec les traditions non duelles, puisque l'un, donc le premier, est souvent un outil d'exploration qui nous aide à acquérir une certaine connaissance pour, comme disait Patanjali, nous relâcher complètement dans l'infini. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous explorer simplement au quotidien. En tout cas, avec Ingrid, nous sommes très enthousiastes de partager ce travail avec vous. À bientôt!